sur le plan bactériologique. La bactériologie, c'est le seul outil ou c'est le seul moyen qui permet le diagnostic de certitude. Et ça, c'est important. Ni la radio, ni tous les examens complémentaires, ils ne font que orienter, ce sont juste des diagnostics de présomption, d'orientation. Le seul élément qui apporte le diagnostic de certitude, c'est la bactériologie. Donc, qui dit bactériologie, c'est-à-dire qu'on doit identifier le bacille et ce qu'on appelle le bacille alcoolo-acido-résistant. Donc, l'identification de ces bacilles alcoolo-acido-résistants dépend de la qualité du recueil. C'est-à-dire que quand on fait une analyse, on fait une analyse des expectorations. Ça veut dire que le patient a fait une bonne expectoration, c'est-à-dire une expectoration de qualité et non pas de la salive. Et on appelle ça les crachats. Non, il faut des expectorations, c'est-à-dire des sécrétions provenant de l'arbre bronchique. Deuxièmement, pour identifier les bacilles alcoolo-acido-résistants, il faut répéter. Plus les prélèvements sont répétés, plus la sensibilité est importante. Troisièmement, l'identification dépend aussi du fait que le prélèvement doit être fait avant traitement antibacillaire. Parce que si on a déjà démarré le traitement il y a, je ne sais pas moi, une semaine ou 15 jours, l'identification du bar va être compliquée. On ne va pas retrouver facilement les bars. En cas de localisation pulmonaire, les prélèvements doivent être des expectorations et non pas des crachats, c'est-à-dire des expectorations, c'est-à-dire des sécrétions bronchiques et non pas des crachats, pas de la salive. C'est des sécrétions bronchiques. Les expectorations doivent être prélevées le matin à jeun, après un rinçage de la bouche. Et on aura besoin de 3 prélèvements 2 jours de suite. Et en pratique, c'est que lorsque le patient vient au laboratoire pour demander un rendez-vous, on va lui donner un crachoir qu'il va apporter, qu'il va ramener à son domicile. Et le lendemain matin, au réveil, il va faire une expectoration sur le crachoir. Ça, c'est le premier prélèvement. Il ramène le crachoir au laboratoire et on va lui donner un deuxième crachoir où il va faire les expectorations immédiatement. C'est donc un deuxième prélèvement le jour même. Et on va lui donner un troisième crachoir qu'il va ramener chez lui et il va faire une expectoration le lendemain matin. Donc, c'est 3 prélèvements 2 jours de suite. Les crachoirs, ce sont des flacons qui sont propres. On n'a pas besoin qu'ils soient, pas obligatoirement que ce soit des flacons stériles. Ce sont des crachoirs dédiés au wahda, avec fermeture étanche, c'est important. Pour les patients qui ne savent pas ou qui ne peuvent pas produire des expectorations de qualité qui peuvent être analysées, on fait ce qu'on appelle un tubage gastrique, des expectorations induites ou une fibroaspiration. Je vous explique ça. Le tubage gastrique, en général, on le fait particulièrement chez les enfants de bas âge parce qu'ils ont des difficultés. Un enfant de 5-10 ans aura du mal à expectorer. Donc, on va donner, en général, le tubage gastrique se fait en hospitalier, particulièrement chez les enfants. Donc, l'enfant se réveille le matin, il ne bouge pas de son lit, et l'infirmier, le matin, va introduire une sonde gastrique qui va arriver jusqu'au niveau de l'estomac. Et la sonde gastrique, via un mécanisme d'aspiration, donc on va aspirer tout le suc gastrique. Et le surnageant de ce suc gastrique, c'est les expectorations. Et l'explication est simple, c'est qu'au cours de notre sommeil, nos sécrétions bronchiques sont dégluties et elles se retrouvent au niveau de l'estomac. Donc le tubage gastrique, donc c'est une manœuvre destinée aux enfants hospitalisés qui ne savent pas expectorer ou qui ne savent pas produire des expectorations de qualité.
Donc, on introduit une sonde gastrique le matin au réveil. On recueille le suc gastrique et le surnageant, c'est-à-dire la partie qui surnage le suc gastrique, c'est elle qui va être prélevée et analysée. Deuxième technique, c'est ce qu'on appelle les expectorations induites. Les expectorations induites, c'est-à-dire que ce sont des patients chez qui on va faire une nébulisation. On va vous expliquer les nébulisations plus tard. Une nébulisation de sérum salé et ces nébulisations vont favoriser les expectorations et les expectorations vont être soit faites spontanément par le patient ou facilitées par un kinésithérapeute. Troisième technique, c'est ce qu'on appelle les fibroaspirations. Fibroaspiration, c'est une aspiration bronchique, des sécrétions bronchiques à travers un fibroscope. C'est-à-dire, on va réaliser une véritable fibroscopie bronchique. Le fibroscope va se retrouver au niveau des bronches et il va aspirer les sécrétions. C'est bon. En cas de localisation extrapulmonaire, les prélèvements vont dépendre de la localisation suspectée. Par exemple, en cas de pleurésie, c'est une ponction de liquide pleural. En cas d'acide, c'est une ponction de liquide d'acide péritonéal. En cas de méningite suspectée, une ponction de LCR, d'urine, de pus, il a affaire. On doit aussi, au cours de localisation extrapulmonaire suspecte, chaque fois qu'on a la possibilité de faire des prélèvements biopsiques. Par exemple, en cas de ganglion cervical suspect, en cas de lésion cutanée, en cas de biopsie pleurale, on va faire en plus les biopsies qui vont être adressées à l'étude non seulement anapathe, mais à l'étude bactériologique. Et bien sûr, en cas de localisation extrapulmonaire, les prélèvements doivent être faits de façon à respecter une asepsie rigoureuse. Donc, l'examen bactériologique le plus commun, le plus utilisé, c'est l'examen direct, ce qu'on appelle le frottis, aussi appelé frottis. Donc, c'est la méthode de diagnostic la plus rapide et la moins coûteuse pour la détection des tuberculeux les plus contagieux. Elle est aussi appelée la méthode de Ziehl-Neelsen. Donc, c'est une méthode de Ziehl-Neelsen. Deuxièmement, c'est que la sensibilité de cet examen microscopique, elle est relativement faible, plutôt puisqu'il faut que les crachats les expectorations contiennent au moins 10 puissance 4 bacilles par millilitre pour que le technicien bacilloscopiste reconnaisse, diagnostique, retrouve des bacilles. Et bien sûr, cette richesse bacillaire dépend de la lésion pulmonaire sous-jacente. En cas de forme infiltrative, la sensibilité de l'examen direct est très faible parce que c'est une tuberculose débutante et qu'il n'y a pas suffisamment de bacilles. Donc la sensibilité est de l'ordre de 15 à 20% maximum. Mais en cas de forme excavée, c'est-à-dire on a une belle caverne, il y a une population bacillaire très importante, donc la sensibilité de cet examen est très importante, elle est de 70 à 80%. Donc, puisque la sensibilité est modérée, voire faible, donc pour augmenter la sensibilité de cet examen, il faut multiplier les prélèvements. Donc, par exemple, si j'ai une opacité excavée et j'ai, par exemple, une probabilité d'avoir un résultat positif de 70%, si je multiplie les prélèvements 2 ou 3 fois, donc la sensibilité augmente jusqu'à 90 ou 95%. Un intérêt majeur en matière de cet examen direct, c'est qu'il donne des résultats quantitatifs. Il nous informe sur la richesse bacillaire. La richesse bacillaire, c'est-à-dire que, par exemple, un colonna
le technicien qu'on a, on l'a retrouvé 100 bacilles par champ microscopique. C'est énorme, ça veut dire que les expectorations sont très riches en bacilles. Comme il peut le dire, 10 bacilles par champ, ou bien un bacille par champ, ou bien un bacille par 10 champs. Donc il va grader la quantité de bacilles. Deuxièmement, c'est que un autre problème, pardon, c'est que en matière de tuberculose extrapulmonaire, la sensibilité est extrêmement faible, sauf pour la tuberculose rénale où la recherche ou la localisation ou la recherche des bacilles au niveau des urines peut être intéressant. Autre chose importante qui pose le problème de cet examen direct, c'est la spécificité. C'est-à-dire que même si on retrouve un bacille on retrouve un résultat positif des barres, c'est-à-dire bacille alcoolo-acido-résistant et non pas Mycobacterium tuberculosis. Donc, l'examen direct va retrouver des bacilles, mais qui peuvent être Mycobacterium tuberculosis, bovis, africanum, mycobactéries atypiques, ça peut être n'importe quelle mycobactérie. Ils ont le même aspect au microscope direct, sauf que dans un pays de forte prévalence comme le Maroc, en général, lorsqu'on a un examen direct positif, dans la majorité des cas, c'est un Mycobacterium tuberculosis. Donc, en résumé, l'examen direct, c'est un examen direct rapide, facile, peu coûteux, et il va bien sûr détecter les tuberculoses les plus contagieuses, c'est-à-dire les tuberculoses excavées. Il est intéressant parce qu'il nous donne des résultats quantitatifs, mais il n'est pas très sensible. Sa sensibilité dépend des lésions sous-jacentes. Il n'est intéressant pratiquement que pour les formes excavées. Mais il est aussi non spécifique parce qu'il ne nous donne pas, son résultat n'exprime pas un Mycobacterium tuberculosis obligatoirement. La culture. La culture, c'est l'examen direct, c'est l'examen de référence pour le diagnostic de la tuberculose pulmonaire. Il est plus sensible que l'examen direct. Si à l'examen direct, j'ai besoin de 10 000 bacilles par millilitre pour que j'ai un examen direct positif, la culture, théoriquement, si j'ai quelques bacilles au niveau des expectorations, comme je vais cultiver comme il y aura une culture, la pousse des colonies, c'est-à-dire que les bacilles vont se multiplier, comme on l'a déjà dit, vont se multiplier toutes les 20 heures, c'est-à-dire que c'est une multiplication exponentielle, c'est-à-dire qu'on aura obligatoirement un diagnostic positif. Mais le problème, c'est que si on a des bacilles en faible quantité, pour qu'on ait une colonie qui a poussé, il faut au moins 4 semaines, voire plus. Donc c'est un examen de référence, c'est un examen très sensible, parce que même lorsqu'il y a peu de bacilles, on peut avoir un diagnostic à la culture. La culture elle est intéressante aussi bien en matière de prélèvement, aussi bien pour les expectorations que pour les fragments biopsiques. Et la culture, elle est encore plus intéressante que l'examen direct parce qu'elle permet ce qu'on appelle une identification d'espèces. C'est-à-dire qu'elle permet de différencier entre les bacilles tuberculeux et les mycobactéries atypiques. Et elle permet la différenciation entre les bacilles tuberculeuses, c'est-à-dire elle permet de différencier entre Mycobacterium tuberculosis, bovis, africanum. La culture permet aussi des tests de sensibilité, c'est-à-dire sensibilité, ça veut dire, c'est comme l'antibiogramme. Il va nous dire que ce BK, que ce bacille est
résistant à la rifampicine, sensible à tel produit, résistant à tel produit. Mais le problème, c'est que les tests de sensibilité prennent eux aussi du retard, minimum 4 semaines, en plus des 4 à 6 semaines initiales pour la culture. Donc finalement, comme vous voyez, donc la culture c'est un examen extrêmement important, performant, mais il est compliqué dans le sens que les résultats sont très tardifs. On ne peut plus attendre la 6 semaines, 12 semaines pour avoir le résultat parce que le patient risque d'avoir sa tuberculose qui s'étend et risque de contaminer beaucoup de gens. Donc, la bactériologie est de plus en plus délaissée. Donc, et elle est de plus en plus remplacée par les méthodes génétiques. Et dans ce cas, la méthode génétique par amplification, ce qu'on appelle la polymérase chain réaction en temps réel, ces techniques d'amplification automatisée ne vont pas rechercher le bacille. Ils recherchent carrément des fragments d'acide nucléique, c'est-à-dire l'ARN ou l'ADN du Mycobacterium tuberculosis. C'est-à-dire même s'il y a un fragment d'acide nucléique, il va être diagnostiqué. Et théoriquement, si on a sur des expectorations un seul fragment, un seul bacille sur toute une expectoration, la PCR peut diagnostiquer ça. Donc, premièrement, c'est un examen extrêmement sensible. Deuxièmement, c'est un examen extrêmement rapide. Et ça, puisqu'on peut avoir les résultats en moins de 2 heures. Deuxièmement, c'est un examen automatisé. Automatisé, c'est-à-dire que on ne va pas dire que c'est-à-dire que l'implication des techniciens ou des bacilloscopistes est beaucoup moins importante. Parce que l'examen direct, la culture, ce sont des examens qui ne sont pas automatisés et qui doivent faire l'objet d'un examen dit visuel, manuel de par le technicien. Autre chose, c'est qu'il a une sensibilité de 72 à 98%, ce qui est énorme, et une spécificité de 99,2%. Il permet de rechercher le Mycobacterium tuberculosis. Autre chose, c'est que c'est un examen qui permet aussi, dans la même foulée, de faire la détection, de faire un antibiogramme, pas pour tous les antibacillaires, mais pour au moins la rifampicine qui est un antibacillaire majeur. Et d'ailleurs, le terme générique, c'est XPER-MTB, c'est-à-dire Mycobacterium tuberculosis, /RIF, c'est-à-dire rifampicine. Et le nom commercial le plus connu, c'est le GeneXpert. Les autres examens complémentaires à demander, qui peuvent être demandés, ce sont des examens de présomption. En général, dans les différents chapitres qu'on étudie en médecine, on commence toujours par les examens de présomption. Après, on passe aux examens de confirmation. En matière de tuberculose, non. On commence par les examens de confirmation. Lorsqu'ils sont négatifs, on passe aux examens de présomption. Parce que l'objet principal, c'est confirmer la tuberculose et non pas juste la suspecter. Donc, les principaux examens sont les suivants. D'abord, la VSCRP, elle n'a pas d'intérêt majeur, plutôt un intérêt très mineur. Au maximum, elle va retrouver un syndrome inflammatoire modéré, une VS accélérée, une CRP modérément. Okay. Donc, nous passons à un examen
qui était largement utilisé depuis des décennies en matière de, de diagnostic de la tuberculose, c'est l'intradermoréaction à la tuberculine, encore appelé test cutané tuberculinique. Il consiste en une injection intradermique de 0,1 ml de tuberculine. La tuberculine, c'est une protéine dérivée de la paroi du bacille tuberculeux. On l'injecte au niveau de la face antérieure de l'avant-bras et la lecture se fait à 72 heures, c'est-à-dire on le fait à J0 et à J3 on lit la réaction. La réaction consiste en la formation d'une formation érythémateuse et papuleuse. C'est une papule indurée. On va mesurer l'induration. Si elle est supérieure à 5 mm, l'intradermoréaction est dite positive. Une chose importante, c'est que cette induration est due à une réaction d'hypersensibilité retardée, c'est-à-dire que puisqu'on a on a introduit un fragment de bacille qui est la tuberculine, une protéine du bacille qui est la tuberculine, on l'a introduit dans l'organisme à travers une injection intradermique. L'organisme qui reconnaît, qui a déjà été en contact avec le Mycobacterium tuberculosis va se dire que probablement il y a une contamination par le BK et il y aura un afflux de lymphocytes et de macrophages. Donc il y aura une formation, une induration avec inflammation et tout ça. Juste pour vous dire que un organisme qui n'a jamais été en contact avec le BK, c'est un organisme où on aura une réaction négative. Et une réaction négative, ça veut dire qu'une réaction inférieure à 5 mm. Se pose concernant l'intradermoréaction, quelles sont ses limites? Premièrement, première limite, c'est une limite technique. Si l'injection a été mal faite par un personnel qui n'est pas expérimenté, on risque d'avoir des réactions dites faussement négatives, premièrement. Deuxièmement, un sujet qui est immunodéprimé va probablement avoir une réaction négative parce que qui dit réaction immunitaire, d'hypersensibilité, ça veut dire qu'il y a un système immunitaire qui est opérationnel. Donc c'est en cas de faux négatif. D'abord, on va parler des faux positifs. Le premier faux positif qui pose problème, c'est que la vaccination par le BCG. Et comme vous le savez, c'est que presque tous les Marocains ont déjà été vaccinés par le BCG. Donc théoriquement, tous les Marocains vont avoir une intradermoréaction positive, qui est modérément positive aux alentours de 6, voire jusqu'à 10 mm. Donc c'est une positivité qui n'a aucun intérêt. Autre situation, c'est que chez un sujet contact, par exemple un enfant qui a été en contact avec un tuberculeux et qui est en train de développer une tuberculose infection et qui est en phase anti-allergique, l'intradermoréaction va être négative. Bien sûr, elle sera positive ultérieurement. Donc c'est pour toutes ces raisons que l'intradermoréaction est de plus en plus... en matière d'intradermoréaction, c'est-à-dire qu'elle va explorer est-ce que l'organisme a été en contact avec avec un bacille. Est-ce que c'est un bacille bovis ou bien une mycobactérie atypique ou bien Mycobacterium tuberculosis? Là, l'intradermoréaction ne peut pas faire la différence. Deuxièmement, il ne permet pas de faire la différence entre une tuberculose active ou une infection tuberculeuse latente ou des séquelles de tuberculose. C'est pour ça que l'intradermoréaction
et a été supplanté par le test quantiférant qu'on va voir tout de suite. Euh, il y a un deuxième examen qui est hyper intéressant, ce qu'on appelle le test de libération de l'interféron gamma, communément connu sous le nom de IGRA. Et le nom commercial du médicament le plus connu, du test le plus connu, c'est le quantiférant. Donc, il permet la détection de la production in vitro d'interféron gamma à partir de sang mis en présence d'antigènes spécifiques de Mycobacterium tuberculosis. L'idée, c'est quoi? C'est que on va faire un prélèvement de sang et on va mettre des antigènes spécifiques de Mycobacterium tuberculosis, des antigènes de paroi, de noyau ou autres, et on va voir si les cellules lymphocytaires, si les lymphocytes vont produire de l'interféron gamma. S'ils produisent de l'interféron gamma, ça veut dire que ces cellules lymphocytaires sont déjà programmées pour lutter contre le Mycobacterium tuberculosis. Et par ricochet, ça veut dire que le patient a déjà été en contact avec un Mycobacterium tuberculosis. Donc, qui dit Mycobacterium tuberculosis, oui, c'est bien, mais déjà en contact, mais est-ce que ça veut dire qu'il a une tuberculose active ou non? C'est-à-dire que ce test ne permet pas de le faire. Donc, c'est un test idéal pour le diagnostic des infections tuberculoses latentes. C'est un élément c'est un outil de diagnostic, non pas de confirmation, mais c'est un outil de diagnostic d'orientation de la tuberculose pulmonaire et de la tuberculose extrapulmonaire. Il est intéressant en cas de tuberculose pulmonaire non confirmée, c'est-à-dire on a un tableau clinique évocateur. Il est intéressant s'il est positif, mais c'est un élément d'orientation et non pas de certitude. La même chose pour les tuberculoses extrapulmonaires où la bactériologie est souvent défaillante. Donc, c'est un examen qui n'est pas intéressant si le patient, si les malades déjà traités. Et bien sûr, il ne permet pas de distinguer entre une infection tuberculeuse latente et une tuberculose maladie. Donc, on se dit oui, mais quel est l'intérêt finalement? On va voir ça dans le dépistage et dans le chapitre infection tuberculeuse latente où ils sont importants. Parce que dans certaines situations, on est dans l'obligation de savoir si le patient a déjà été en contact avec la tuberculose ou pas. Ça veut dire est-ce qu'il est en infection tuberculeuse latente ou pas. Exemple. Par exemple, un patient qui a une maladie et qui a besoin, par exemple en rhumato, médecine interne ou autre, et qui a besoin d'un traitement immunosuppresseur. C'est-à-dire c'est un traitement qui va diminuer l'immunité du patient. Vas-y. Si le patient n'a jamais été traité pour tuberculose, n'a jamais été en contact avec le BK, ça c'est une très bonne chose. Mais si le patient est en infection tuberculose latente, c'est-à-dire il a déjà été en contact avec le BK, et un traitement immunosuppresseur peut réveiller une tuberculose, les foyers quiescents de tuberculose, et on appelle ça une réactivation endogène. Donc c'est très important de savoir s'il y a une infection tuberculose latente, parce que si on est dans cette situation, dans ce cas, il y a un protocole thérapeutique à suivre. On va voir ça plus tard.
Donc, un test, euh, les tests IGRA, c'est-à-dire le test au quantiférant, euh, une fois positif, c'est-à-dire que le patient a développé une réaction immunitaire contre le Mycobacterium tuberculosis rencontré il y a plus de 3 mois. Mais il ne répond pas à la date, à la question de la date du comptage ni de l'activité de la tuberculose. C'est-à-dire que ce test, s'il est positif, il ne permet pas de dire si le patient a une tuberculose active maintenant ou il a une tuberculose ancienne ou pas, ou une infection tuberculose latente. Par contre, il a un avantage majeur par rapport à l'intradermoréaction, on va voir ça, c'est qu'il est plus spécifique et plus sensible que euh, l'intradermoréaction. L'intradermoréaction ne permet pas de dire, elle est peu spécifique et peu sensible, et l'intradermoréaction, elle est influencée par la vaccination BCG. Comme vous le savez, euh, comme vous allez le savoir plus tôt, que le BCG, c'est un cousin du Mycobacterium tuberculosis. C'est un Mycobacterium bovis attenuus. Ça veut dire qu'il a beaucoup de caractéristiques qui ressemblent au Mycobacterium tuberculosis. L'intradermoréaction est incapable de différencier entre une personne vaccinée qui est positive parce qu'il est vacciné avec une personne qui a une infection tuberculeuse latente. Donc, nous passons à un examen très intéressant qui est malheureusement, qui n'est pas très utilisé, sous-utilisé. C'est l'adénosine désaminase. Donc, c'est une enzyme qui est présente dans le liquide des séreuses et sa concentration augmente de façon significative en matière de lorsqu'on a une tuberculose par exemple pleurale ou péritonéale par exemple et sa sensibilité et sa spécificité sont extrêmement élevées, sont de l'ordre de 90%. Autre chose importante, c'est que lorsque l'adénosine désaminase est négative, c'est-à-dire inférieure à 25 unités par litre, dans les pleurésies lymphocytaires, elle peut éliminer le diagnostic elle peut éliminer la tuberculose, ce qui est très important. Lorsqu'on a un tableau clinique évocateur, une pleurésie exsudative, riche en lymphocytes, riche en protéines, et qu'avec une adénosine désaminase très importante, on a un diagnostic presque certain. Bien sûr, ce n'est pas la certitude à 100%, mais c'est le diagnostic assez certain. Par contre, encore mieux, si on a une valeur négative alors qu'on a une pleurésie lymphocytaire, on peut éliminer la tuberculose. Donc, autre examen important, c'est l'histologie, c'est-à-dire l'examen anatomopathologique, qui est un grand intérêt dans le diagnostic de la tuberculose extrapulmonaire. Donc, en récap, en matière de tuberculose pulmonaire, c'est surtout la bactériologie, examen direct, culture et PCR, GENExpert. Et en matière de tuberculose extrapulmonaire, c'est surtout l'anapathe, accessoirement les examens bactériologiques. Donc, l'histologie a un grand intérêt dans le diagnostic de la tuberculose extrapulmonaire. L'examen anapathe va retrouver des granulomes épithélio-gigontocellulaires avec des nécroses caseeuses, qui est une lésion assez spécifique de la tuberculose. Comme on l'a dit tout à l'heure, il faut toujours associer la culture du fragment biopsique en mettant un fragment dans de l'eau distillée ou sérum salé, en plus du fragment dans le formol pour l'examen histologique. Donc, lorsqu'on fait un prélèvement biopsique, on doit faire un fragment qu'on va adresser à la bactériologie et qu'on va mettre dans de l'eau distillée ou du sérum salé, et un autre fragment dans le formol pour l'examen histopathologique. À retenir, donc,
Les moyens retenus par le programme national de lutte antituberculeuse sont les moyens de diagnostic retenus. Voilà. Pour la tuberculose pulmonaire, c'est le l'XPER, c'est-à-dire le gène expert MTBRIF en première intention, ou bien examen direct des frottis en deuxième intention sur un échantillon d'expectoration. En quelque sorte que si le gène expert n'est pas disponible, on fait un examen direct des expectorations. Il y a de ça quelques années, comme on n'avait pas le gène expert, on ne faisait que l'examen direct des expectorations. Et s'il est négatif, on faisait de la culture. Maintenant, les protocoles restants du programme national de lutte antituberculeuse, c'est le gène expert MTBRIF en première intention, ou bien examen direct des frottis ou des expectorations en deuxième intention. Pour la tuberculose neuroméningée, on fait un gène expert en première intention ou bien une culture en deuxième intention sur le liquide céphalorachidien. Pour la tuberculose extrapulmonaire, pour les autres tuberculoses extrapulmonaires, on fait culture sur les produits pathologiques, pus, urine, divers fragments biopsiques.